Merci beaucoup et merci de l'invitation. Donc, je vais essayer de passer en revue, peut-être un peu superficiellement, mais les différentes difficultés de sevrage et puis comment, en pratique clinique, on peut s'y intéresser. Donc, j'ai un certain nombre de conflits d'intérêts, en particulier les travaux qu'on a fait avec le Smart Care, dont je dirai un mot. Et je vais commencer par du Béduno, donc qui sont des données quand même nouvelles et intéressantes. Puis Alain décrit l'enquête, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et qui a l'intérêt majeur de pouvoir dire quel est le pronostic aux différentes étapes du sevrage. Et c'est une information qu'on n'avait pas jusque-là, qui me paraît très intéressante. Et donc, comme l'a dit Alain, première étape, alors ce qu'on a appelé début du sevrage, qui n'est pas vraiment le début du sevrage, mais c'est premier essai de ventilation spontanée ou d'extubation. Vous avez 90% de chances de survie, de sortir vivant de la réanimation. Premier échec, donc premier échec de la première épreuve de ventilation spontanée ou de l'extubation, la survie tombe à moins de 70%, donc vous triplez le risque d'essai. Vous continuez à sevrer le patient. Au bout d'une semaine, est-ce que le patient est sevré ou pas sevré? Si le patient n'est pas sevré au bout d'une semaine, la mortalité, le risque de décès passe à 56%. Donc vous passez à 10% au début du sevrage, 33% après le premier échec, 56% après une semaine d'échec. Et dans ce groupe qui à une semaine n'est pas sevré, 2/3 des malades ne seront jamais déventilés. Alors, dans l'enquête, il y a des malades ça veut dire des malades qui meurent, ça veut dire aussi quelques malades qui sont transférés ou qui sont envoyés à domicile trachéotomisés, ce qui est très rare. Et donc, vous voyez l'impact sur le pronostic qui est absolument majeur. Et si évidemment on peut faire quelque chose là-dedans pour essayer d'améliorer ce pronostic, c'est évidemment très important. Le deuxième message que je dirais, puis qui rejoint un petit peu la discussion précédente, c'est que les études sur le sevrage sont influencées avant tout par l'énorme poids des 71% qui ont des sevrages faciles. Et quand on arrive au sevrage de plus en plus difficile, je dirais, c'est de moins en moins les essais multicentriques randomisés qui vont nous donner de l'information, c'est de plus en plus l'individualisation de la prise en charge et de la réflexion. Donc moi, je vais vous donner des pistes de réflexion à chaque fois générales, mais évidemment, un malade qui est difficile à sevrer, il peut avoir tout et n'importe quoi, et c'est pas, on ne peut pas le résumer là en 20 minutes. Alors je dirais dans la réflexion sur quels sont les grands mécanismes qui peuvent expliquer des difficultés de sevrage. Le premier mécanisme, même si on dit ça y est, on n'arrive pas à sevrer notre malade, c'est qu'en fait le sevrage est possible, mais il n'a pas été identifié. Pas été identifié parce que vous n'avez pas une approche systématique suffisamment rigoureuse, parce qu'il y a des problèmes avec la sédation, j'en dirais juste un mot, ou parce qu'il n'est pas bien ventilé, qu'on n'arrive pas bien à l'évaluer. La deuxième grand mécanisme, c'est tout ce qui concerne surcharge volémique, insuffisance cardiaque. Le troisième mécanisme, c'est la faiblesse musculaire et en particulier des muscles respiratoires. Et le quatrième grand mécanisme, c'est qu'il y a une pathologie sous-jacente, pulmonaire ou cardiaque très sévère. Je mets ça dans cet ordre-là parce que c'est l'ordre dans lequel on a le plus de possibilités d'action. Le premier point, on a beaucoup de possibilités d'action. Le deuxième aussi, le troisième un peu moins, puis le quatrième, c'est évidemment beaucoup plus dépendant du patient. Alors la sédation, c'est un facteur avant le sevrage, mais c'est un facteur majeur sur l'influence sur la durée de ventilation et sur la durée du sevrage. J'ai juste mis ça pour rappeler ça, qui est quand même des résultats très étonnants. Donc c'est une étude multicentrique avec pas énormément de centres, mais c'est pas un seul centre, où ils faisaient quotidiennement un test d'interruption de la sédation, suivi chaque fois que c'était possible d'un test de ventilation spontanée. Donc l'approche Spontaneous Awakening Trial, donc on essaye de réveiller les patients, et dès qu'ils sont réveillés, on essaye de
de les extuber, et il montrait, donc ça c'est cette partie de la diapositive, que les patients sont effectivement extubés plus tôt avec cette approche systématique et qui sont déventilés plus tôt. Et puis la deuxième partie de la diapositive qui est quand même assez incroyable, c'est qu'un an après, il y a une différence très significative de survie. Donc l'approche initiale de ce qu'on fait en réa, sur voilà, j'arrête la sédation un peu plus tôt, je l'extube un peu plus tôt, potentiellement, si ces résultats sont crédibles, reproduits, ça influence la mortalité à un an. Et souvent, on a des problèmes pendant le sevrage de malades qu'il faut resédater, qui ne sont pas encore bien désédatés. Il est possible aujourd'hui de dire je ne mets plus aucune sédation à mon patient. C'est possible. C'est une étude qui a fait un protocole de ventilation sans sédation. Sans sédation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me sers que de bolus de morphine. En gros, pour contrôler la douleur, parce que c'est très important, puis que ça a un effet un peu sédatif. Et quand ça ne suffit pas, je rajoute éventuellement des neuroleptiques et je passe plus de temps au lit du malade, à discuter, à essayer de calmer, de rassurer le malade. Et vous voyez que c'est possible, que ça a un effet, là aussi, sur la réduction de la ventilation. Donc, je dirais, première étape, réfléchir. Est-ce qu'on a un problème avec la sédation? Est-ce qu'il y a encore des traces de sédation? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Parce que souvent, ces malades difficiles à sevrer, on les resédate un peu, puis en disant, je ne crois pas que ce soit une... C'est une démarche qu'il faut essayer d'éviter si c'est possible. Deuxième point, dans la non-identification du patient, il n'est pas bien ventilé. Et par exemple, on cite toujours ce travail de Wes Ely qui avait montré qu'avec une intervention, on en a déduit que c'était les protocoles de sevrage, mais avec une intervention systématique, on peut mieux identifier les patients prêts à être sevrés. Je rappelle qu'en fait, cette étude montrait avant tout que le groupe contrôle était dans un mode de ventilation qui a systématiquement induit des durées de ventilation plus longues, qui s'appelle la VACI. Et probablement, ce n'est pas parce que c'est mauvais en soi, mais c'est parce que on met des cycles contrôlés par intermittence et ça rend beaucoup plus difficile d'identifier si le patient est capable de ventiler spontanément ou pas. Et ça rejoint ce qu'a montré Alain Mercat précédemment. Quand le malade est sous ventilation, vous pouvez faire toutes les mesures que vous voulez, vous ne saurez pas s'il est capable de respirer seul. Alors on dit aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'on fait de l'aide inspiratoire, et l'aide inspiratoire, c'est la ventilation spontanée. Mais très souvent, on n'a aucune idée de ce que fait vraiment le malade sous aide inspiratoire. Donc si vous n'allez pas chercher systématiquement si le malade a la possibilité de respirer, vous ne le verrez pas. Deuxièmement, si vous voulez utiliser une modalité qui marche pour détecter plus tôt que le malade est sevrable, vous pouvez utiliser une modalité de ventilation automatique. Il y a aujourd'hui plus d'une dizaine d'essais avec le système automatisé SmartCare, donc pour lequel, comme vous le savez, j'ai un biais personnel, mais qui montre qu'il y a une réduction très significative des durées de ventilation, des durées de séjour. Vous voyez la durée de séjour en réanimation, là, dans les études Cochrane les plus récentes, probablement parce que c'est un système qui essaye automatiquement de réduire le niveau d'aide et alerte le clinicien dès qu'on voit que le malade supporte un niveau d'aide faible. Et donc c'est cet effet incitatif qui vous rappelle, alors que vous n'y pensiez même pas que votre malade est sevrable, qui explique cette réduction des durées de ventilation. Donc c'est une approche qui est faisable. Là, voilà l'étude de Princeps qu'on avait fait avec François Lelouch, et puis voilà une étude qui a été répétée au Canada et qui est intéressante parce qu'elle se compare à un protocole de sevrage très strict. Et par rapport à un protocole de sevrage très strict, mais qui ne peut pas être fait 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, il y a un avantage très net du système. Troisième approche sur la ventilation. Donc, penser qu'il
faut avoir que la ventilation peut masquer le fait que le malade est capable de respirer spontanément. 2, éventuellement utiliser une méthode automatique. 3, probablement utiliser une méthode de ventilation qui minimise les asynchronies. Là, c'est un peu spéculatif, parce qu'on a des données très très fortes sur les associations entre beaucoup d'asynchronies et de durée de ventilation plus longue. On sait qu'on peut diminuer les asynchronies, donc on pense que peut-être diminuer les asynchronies sera associé à des durées de ventilation plus courtes, mais ça n'a pas été prouvé. Moi, dans ma pratique personnelle, je vais essayer de le faire, soit en optimisant le réglage de l'aide inspiratoire, et du coup, d'ailleurs, je vais voir que très souvent, mon malade, il avait besoin de beaucoup moins d'aide inspiratoire que ce que je pensais. Du coup, je vais mieux identifier qu'il est sevrable. Ou alors en utilisant les 2 modes ventilatoires qui aujourd'hui donnent le moins d'asynchronie, c'est-à-dire la ventilation assistée proportionnelle et la NAVA. Mais là encore, c'est une approche que je propose parce qu'il y a cette association, mais il n'y a pas de démonstration qu'on va réduire la durée de ventilation. Donc ça, c'est sédation, ventilation. Et puis ensuite, la démarche, elle va systématiquement passer par est-ce que un facteur majeur qui pourrait empêcher le sevrage, c'est pas... Alors je mets dans le même sac dans lequel il va falloir un peu fouiller en détail, surcharge volémique et insuffisance cardiaque gauche. Ça, c'est un facteur majeur, donc ça, c'est le papier Princeps qui avait décrit ce phénomène. C'était des patients BPCO qui, chaque fois qu'ils étaient débranchés du ventilateur, faisaient un bronchospasme. Tout le monde dit il a un bronchospasme. Et donc François Lemaire s'était fortement agacé, avait dit mais non, c'est pas un bronchospasme, c'est de la surcharge, et avait mis des cathéters de Swan-Ganz à ces malades en même temps que des pressions ésophagiennes. Et vous avez ici l'illustration magnifique du patient qui fait des énormes efforts inspiratoires et donc qui diminue sa pression intrathoracique, une espèce de pompe pour le retour veineux, donc tout le sang qui vient dans le thorax, et puis le cœur qui n'arrive pas à éjecter, et la pression artérielle pulmonaire d'occlusion qui monte, qui monte, qui monte. Donc ce bronchospasme, entre guillemets, c'était de l'OAP, et de l'OAP qui est expliqué peut-être un peu par de l'insuffisance cardiaque, mais surtout par de la surcharge, et donc traité par des diurétiques. Vous avez probablement ici le seul exemple dans la littérature d'un malade qui va mourir de fatigue diaphragmatique. Vous voyez, il fait presque plus d'efforts. Pour revenir à ce que disait Alain précédemment, évidemment, il faut le rebrancher quand il ne va pas bien. Bon, il y a beaucoup de données, et puis je ne vais pas rentrer dedans, sur il y a une association entre balance hydrique positive et difficulté de sevrage. Il y en a aussi une entre balance hydrique positive et risque de réintubation. Donc c'est vraiment un facteur très important. Il faut systématiquement se poser la question. Je crois que c'est fait de plus en plus. Vous pouvez utiliser des biomarqueurs. Je pense que c'est une très bonne indication. Donc le travail de notre modérateur Armand Mekonso-Dessap. Et cette étude montrait que ça, c'est une prédiction du succès ou de l'échec. C'est avant le premier essai de ventilation spontanée. On dit le malade, on va lui faire une épreuve de ventilation spontanée, on mesure le BNP. Ceux qui vont échouer, vous voyez, il n'y a pas photo, il y a des BNP beaucoup plus hauts. Et ce n'était pas associé à insuffisance cardiaque d'un côté, pas d'insuffisance cardiaque. C'était vraiment surcharge versus moins de surcharge. Alors après, est-ce que l'épreuve elle-même est liée, l'échec de l'épreuve est lié à une défaillance cardiaque, une élévation de la PAPO? On ne va pas mettre des cathéters de Swan-Ganz à tout le monde. Je passe là-dessus. Et il faut qu'on essaye de faire le diagnostic qui est pas, les éléments qu'on a ne sont pas très spécifiques. Hein. Le tableau classique, c'est le malade qu'on débranche, qui va désaturer, être hypertendu, tachycarde. Si vous avez ça, c'est facile. Vous dites vraiment c'est de la surcharge, de la défaillance diastolique, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas toujours le cas. Un élément qui peut être utile, c'est si vous avez une SVCO2. Vous voyez, les échecs de sevrage,
les malades vont baisser leur SVCO2 au cours de l'épreuve, et donc ça peut être un indicateur qui peut vous aider dans le diagnostic. Ça marche assez bien. Il y a différents tests. Faire l'échographie à ce moment-là n'est pas très facile, l'échographie cardiaque. L'équipe de Bicêtre, donc Nadia Engel, Xavier Monet, Jean-Louis Teboul, a proposé une approche très originale qui est de comparer la protidémie au début de l'épreuve et à la fin de l'épreuve. Et si votre malade échoue l'épreuve parce qu'il fait de l'œdème pulmonaire, il va s'hémoconcentrer. Et donc ceux qui ont, donc là c'est en comparant avec un diagnostic par la Swan-Ganz, ceux qui ont un échec d'épreuve lié à une défaillance cardiaque au sens large, vont élever leur protidémie. Et vous voyez le cut-off là qui est autour de 6%. Donc si vous avez une élévation franche de la protidémie, ce n'est pas très compliqué à faire à la fin de l'épreuve. C'est un diagnostic d'œdème pulmonaire induit par le sevrage. Probablement, on ne va pas le faire à tous les malades au premier coup, mais le malade échoue, vous ne comprenez pas bien pourquoi, vous pouvez très bien refaire ça, deux mesures de protidémie. C'est assez étonnant de voir comme les variations sont rapides. Et là, on a des données pour dire, là, on sait qu'il y a une association, comme je vous ai dit pour les asynchronies, mais il y a aussi la possibilité de traiter, et le traitement va induire une réduction de la durée de ventilation. Donc ça, c'était le grand essai de la RDS-NET dans les patients après la phase aiguë de la RDS. Ceux qui étaient mis sur un régime sec avaient une durée de ventilation qui était significativement réduite. Donc le biomarqueur, le BNP, peut très bien être utilisé pour dicter la conduite en termes diurétiques. Il y a un essai multicentrique randomisé conduit par Armand et moi-même qui montre cette possibilité. Donc c'était l'essai BMW pour Brain Natriuretic Peptide Management During Weaning. Et vous voyez que ça, c'est les doses de furosémide. Si vous faites des dosages de BNP quotidiens, vous donnez des doses de furosémide supérieures et vous induisez une balance hydrique négative nettement plus rapidement. C'est intéressant parce que dans l'autre groupe, qui était l'autre groupe contrôle sans BNP, il y a aussi des diurétiques qui sont donnés, mais ils sont donnés plus tard, après plusieurs échecs. Et du coup, ça réduit significativement la durée de ventilation. Il y a un effet significatif, effet qui est particulièrement marqué évidemment chez les patients qui ont de base une insuffisance cardiaque déjà démontrée. C'est positif dans tous les groupes, mais c'est particulièrement important évidemment s'il y a une insuffisance cardiaque. Donc voilà une approche pratique qui peut tout à fait être utilisée. Ensuite, l'autre grande cause de difficulté de sevrage, ça va être la faiblesse musculaire en général et des muscles respiratoires en particulier. Ça, c'est les données les plus récentes sur la relation entre ce qu'on appelle maintenant la faiblesse acquise en réanimation. Et on parle plutôt de faiblesse parce qu'on a dit à un moment neuropathie, myopathie. Souvent, c'est un mélange des deux. C'est plus souvent de la myopathie qui est plus réversible que de la neuropathie qui est beaucoup moins réversible. Mais sur une analyse à long terme, donc des patients à peu près à 1 an, vous voyez qu'il y a un effet très significatif sur le sevrage de la ventilation, sur la survie en réanimation et sur la survie à long terme. Donc il y a une influence très importante de ce paramètre dans le sevrage. Alors ça peut être une faiblesse musculaire globale, ça peut être une faiblesse plus spécifique des muscles respiratoires. Et là encore, en listant les différentes causes, il y a des causes plus ou moins spécifiques. Par exemple, ça peut être spécifiquement la dysfonction diaphragmatique chez les patients de chirurgie cardiaque. C'est un travail qui avait été fait il y a de nombreuses années qu'on avait fait avec Jean-Luc Dill, montrant que vous pouvez montrer une relation très forte entre difficulté de déventilation et dysfonction diaphragmatique analysée par les pressions gastriques et œsophagiennes.
Et Nicolas Leroll et Jean-Luc Dill ont refait l'étude avec l'échographie du diaphragme, qui est une méthode maintenant non invasive qui permet d'analyser ça. Donc, je dirais presque que l'échographie du diaphragme peut faire partie du check-up du malade difficile à sevrer, parce qu'on voit bien, soit par la course diaphragmatique, soit par l'épaississement musculaire diaphragmatique, on voit bien si le diaphragme marche ou pas. Et puis il y a le problème général, mais qui était un peu en amont, du fait que la ventilation en elle-même peut induire une atrophie diaphragmatique. Vous savez qu'on a des données cliniques, beaucoup de données expérimentales, mais maintenant des données cliniques. Donc toujours cette diapositive très fameuse parce qu'elle montre bien visuellement l'atrophie des fibres diaphragmatiques chez des malades qui ont été ventilés à peu près 24 heures contre des groupes contrôle. Et qui ramène à l'idée que c'est très important d'avoir une ventilation la mieux synchronisée, la plus adéquate possible. Parce que vous ne savez pas, si vous ne regardez pas ce qui se passe souvent, quelle est la part d'activité musculaire du patient. Et donc, il y a, je dirais là, un élément préventif très important pour les complications musculaires respiratoires au moment du sevrage. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose au moment où les muscles sont faibles ? On ne sait pas très bien, on n'a pas là de relation très claire, mais il y a beaucoup de données qui incitent très fortement à dire qu'il faut vraiment mobiliser les patients, il faut mobiliser leur respiration, il faut mobiliser leur musculature. Et vous avez maintenant toutes ces données sur la possibilité d'intervenir même chez le malade ventilé, en disant que la plus mauvaise façon de traiter ces malades, c'est de les laisser au lit. Ce qu'on fait quand même dans 99% des cas. Il y avait même une revue de la littérature qui était intéressante, c'était « Est-ce qu'il reste des indications médicales aujourd'hui au repos au lit ?» Toute la médecine confondue, et je crois que la seule qui restait, c'était la menace d'accouchement prématuré. À part ça, il y a toutes les données, chaque fois que ça a été étudié, est-ce que c'est mieux de rester au lit, même pour les douleurs, c'est dorsales terribles, il n'y a jamais aucun bénéfice à rester au lit. Donc voilà, ça vaut le coup d'y penser pour les malades de réa. C'est évident que ces malades-là qui ont une limitation très importante, la trachéotomie va être un élément utile. Encore une fois, un travail qu'on avait fait avec Jean-Luc Dill il y a quelques années, ça diminue le travail respiratoire. Ça a un certain nombre d'avantages, même si ça ne va pas vous garantir sur une grosse étude que vous allez diminuer la durée de ventilation. Individuellement, je pense que c'est utile. Et puis, il y a un essai sur les malades très difficiles à sevrer à long terme qui suggère que la meilleure technique pour les déventiler, et en particulier pour les échecs tardifs, c'est de leur faire de la ventilation spontanée sur trachéotomie, donc avec les différents systèmes qu'on peut utiliser et de faire des épreuves répétées. On est dans une problématique différente vis-à-vis du sevrage parce qu'on n'est plus dans la problématique de j'extube ou j'extube pas. On est dans la problématique de j'essaye, je fais en sorte à ce que mon malade puisse tenir le plus longtemps possible la ventilation spontanée. Et là, ce n'est pas une demi-heure ou 2 heures, c'est 2 jours à 5 jours. Et quand il tient 5 jours, on est sûr qu'il est déventilé. Donc, on est vraiment dans une problématique différente. Et la trachéotomie et les essais de ventilation spontanée sur trachéotomie semblent être la meilleure approche dans ces conditions. Voilà, il y a d'autres éléments associés à des sevrages compliqués, dont je ne suis pas sûr d'avoir la réponse sur ce qu'il faut faire, mais il faut sûrement penser que le sommeil est un élément très important et que le sommeil de ces malades à ce stade est toujours très perturbé, c'est-à-dire qu'il y a une perte complète du rythme nictéméral. Donc peut-être qu'il faudra donner de la mélatonine, peut-être qu'il faut les mettre près de la fenêtre dans la journée, les mettre au fauteuil et puis essayer de réduire la lumière, le bruit la nuit. Il n'y a pas de données très fortes là-dessus, mais je suis convaincu que c'est un élément très important. Et un autre élément sur lequel il est possible qu'on puisse jouer un rôle, c'est les troubles de l'humeur. Il y a une proportion très importante de syndrome dépressif, donc ça a été étudié spécifiquement dans cette population par l'équipe d'Amal Jubran. C'est un peu compliqué à voir, mais vous avez les malades qui ont des syndromes dépressifs
il y a une association très très forte avec l'échec du sevrage. Entre parenthèses, un des facteurs prédicteurs majeurs d'avoir des syndromes dépressifs, c'est d'avoir eu des antécédents de dépression. Et souvent, on ne le sait pas, c'est difficile à retrouver dans l'histoire. La question derrière, c'est est-ce que ça vaut la peine de les traiter? Possiblement oui, mais on n'a pas de données très fortes. En tout cas, c'est un élément qui peut impacter probablement de manière forte dans le sevrage. Voilà, donc c'est aussi des malades, puis je le résume avec cette très belle photo, chez lesquels l'élément psychologique est sûrement très important. Je pense qu'il faut absolument encourager ces malades, il faut avoir une interaction très forte. Plus on est dans des sevrages longs, plus on doit avoir une relation personnelle forte, de compassion, d'empathie, et je suis persuadé que ça peut les aider. C'est probablement un des bénéfices des centres spécialisés de sevrage. Il y en a très très peu. Gaëtan en a monté un à Rouen. C'est un environnement différent et là encore, je n'ai pas de données pour dire c'est tout à fait évident, mais les données aux États-Unis où ça s'est très développé montrent qu'il y a une possibilité de succès importante. C'est des malades pour lesquels probablement c'est très utile d'avoir une autre équipe pour la prise en charge. Voilà, revue un peu rapide et un peu superficielle, mais d'une problématique très importante en réanimation, parce que plus on va dans les sevrages difficiles, moins il y a de malades, mais plus c'est des journées de réanimation longues et compliquées.